2. Dans l'ordre des phénomènes juridico-moraux, l'effet de responsabilité occupe une place précise. Les règles de responsabilité font partie intégrante du système de ces faits qu'on appelle les sanctions. C'est quand il s'agit de faire fonctionner ce système, d'appliquer des sanctions, et notamment des sanctions pénales ou morales, que la responsabilité intervient. Sans elle, le mécanisme des sanctions ne pourrait pas jouer. En effet, les règles et jugements que nous avons donnés en exemple prononcent qu'une condamnation pénale, civile ou purement morale doit frapper telle catégorie de personnes et non pas telle autre. S'il s'agit de règles, telle et non telle autre, s'il s'agit de jugement. Est dite responsable la personne que la condamnation doit frapper, et responsable celle qu'il ne doit pas atteindre. Considérons plus particulièrement le Code pénal français. Son livre 2 détermine non ce que doivent être les peines, ni quelle peine est attachée à chaque crime, mais qui doit être puni, qui ne doit pas l'être, dans quelle proportion doivent l'être les différentes catégories de personnes. Malgré la diversité des formules, tous les articles de ce livre appartiennent à un même type. Les articles 59 à 63 prescrivent comment on doit punir les complices. L'article 64 interdit de punir les démons ou ceux qui ont été contraints par une force à laquelle ils n'ont pu résister. Les articles 66 à 69, l'article 65 sert d'introduction au suivant. Ils disent comment on doit punir les mineurs selon qu'ils ont agi avec ou sans discernement. Les articles 70 à 72, comment on doit punir les vieillards âgés de plus de 70 ans. Les articles 73 et 74 ont trait à la responsabilité civile. D'autres règles que les tribunaux appliquent sans que la loi ait jugé à propos de les formuler appartiennent au même type. Par exemple, les règles selon lesquelles ne peuvent être punis dans notre droit ni l'animal, ni la personne morale, ni la famille tout entière pour le crime d'un de ses membres. La règle selon laquelle l'auteur d'un crime ou d'un délit ne peut être puni que s'il agit avec intention, etc. Dans d'autres sociétés, nous trouvons également des règles qui, bien que différentes des précédentes par leur esprit, ressortissent cependant au même type, soit, par exemple, dans le très ancien droit romain, la loi attribuée à Numa, en vertu de laquelle la consécration comminée contre le crime de déplacement des limites des champs doit être appliquée au bœuf en même temps qu'à l'homme, soit encore chez les Grecs anciens. Les règles formulées dans un décret de Théos ou la règle insérée dans une convention d'Athènes avec les Érythréens qui ordonne que, pour certains crimes, la peine de mort soit appliquée à la famille de l'auteur en même temps qu'à lui. Seulement, ici,
La règle qui fixe qui doit être puni est confondue dans une même formule avec celle qui détermine le crime et y attache une peine. Ainsi, une législation pénale comprend, outre les règles qui organisent le régime des peines, et celles qui attachent des peines définies à des crimes définis. Les premières sont groupées dans le livre 1, les secondes dans le livre 3 de notre code pénal. Des règles qui déterminent qui doit être puni. Autrement dit, le choix des personnes qui doivent être punies n'est pas abandonné à l'arbitraire. Il y a des principes de justice qui exigent que les uns soient punis, que les autres ne le soient pas, qui condamnent par conséquent le choix des personnes à punir à l'exclusion de tout autre. Ce groupe de règles a bien une individualité propre. En proposant de les appeler règles de responsabilité, nous nous référons à l'usage commun de la langue, car la responsabilité est communément entendue comme la propriété qu'a une personne de devoir légitimement supporter une peine. Dans l'usage, les mots responsable et justement punissable sont largement synonymes, mais il est possible de généraliser. Si je viole une règle morale sans commettre une infraction légale, par exemple si en France j'entretiens des relations sexuelles incestueuses, je serai condamné et puni, non par un tribunal, mais par l'opinion publique, non d'une peine proprement dite, mais d'une réprobation pouvant aller du blâme au lynchage. Un observateur pourrait assurément dire que que sont les règles coutumières tacites auxquelles obéit l'opinion publique quand elle décide que quelqu'un doit ou ne doit pas être de réprobation en raison de sa conduite. Ces règles correspondent exactement aux règles de responsabilité du droit pénal. Elles appartiennent à un même type. Nous les appelons aussi règles de responsabilité. Si, au lieu de peine ou de blâme, il s'agit de décerner des récompenses ou des louanges, la question se pose également de savoir qui doit être justement récompensé et qui ne doit pas l'être. Il faut bien qu'une règle expresse ou tacite la résolve pour que des récompenses puissent être distribuées conformément aux exigences de la justice. C'est ainsi que des règlements scolaires ne détermineront pas seulement quels sont les succès qui méritent récompense, ni en quoi consiste la récompense, mais aussi quelles conditions un élève doit remplir pour pouvoir, à l'occasion d'un succès déterminé, recevoir une récompense. Une association philanthropique créant un prix de vertu dira dans le règlement quel institut, quel âge devront avoir au minimum et au maximum les personnes auxquelles ce prix pourra être décerné, à quelle profession elles devront appartenir. De même, les voix de l'État peuvent décider que pour recevoir une décoration, un fonctionnaire devra remplir telles conditions. Par exemple, compter tant d'années de service. Ces règles sont encore du même type que les précédentes, appelons les 6 règles de responsabilité. À vrai dire, les mots responsable et responsabilité ne sont pas ordinairement employés dans ce sens, mais nous usons de termes équivalents, comme méritant et mérite. Le contraire du mérite
Le démérite est sensiblement la même chose que la responsabilité. Le verbe mériter s'accommode également des idées de récompense, de peine. Or, mériter une peine, c'est proprement être responsable. Le langage commun révèle donc l'analogie des deux opérations qui consistent respectivement à déterminer qui est justement récompensable et qui est justement punissable. Enfin, l'un des exemples donnés ci-dessus se réfère à une dernière hypothèse. Les tribunaux civils décident quotidiennement qu'une personne qui a subi un dommage légitime doit être indemnisée par une autre, conformément à des règles qui prescrivent qui ne doit pas porter la charge de l'indemnité. Lorsque quelqu'un, injustement lésé, a droit à une réparation, les articles 1382 et suivants du Code civil énoncent des règles de ce genre qui sont tout à fait comparables à celles que contient le livre 2 du Code pénal. Nous les considérons, elles aussi, comme des règles de responsabilité parce qu'ils disent qui ne doit pas être condamné. Le rapprochement de ces différents groupes de règles n'est pas forcé, car les peines, les blâmes de l'opinion, les récompenses et les louanges, les réparations pécuniaires sont également des sanctions. À l'idée de sanction en général correspond celle de responsabilité en général. Toute règle qui détermine à qui une sanction doit être justement appliquée, à qui elle ne doit pas l'être, est une règle de responsabilité. La plupart des sanctions ne peuvent se produire sans s'appliquer à un être qui en devient le bénéficiaire ou la victime. Un châtiment, une récompense ne sont pas concevables si l'on ne se représente pas un être quelconque qui est châtié ou récompensé. Cet être, point d'application de la sanction, peut être dit le sujet passif ou le patient de la sanction. Une règle de responsabilité est celle qui désigne le sujet passif de la sanction. Ou encore celle qui prescrit comment le patient doit être choisi pour l'application de la sanction. Cette définition demande un complément. Dans le droit pénal, la règle de sanction attache d'abord une peine à un crime, sans considérer qui subira la peine. L'assassinat sera puni de mort. Le viol punit des travaux forcés à temps. Il semble, à lire ces formules, que le choix du patient ne doit exercer aucune influence sur la détermination de la peine. Il y a cependant une détermination secondaire de la peine qui se produit seulement quand le patient a été choisi et en considération de ce patient. Le choix du patient réagit sur la sanction et la modifie qualitativement et quantitativement dans sa grandeur et dans sa nature. Dans sa grandeur, beaucoup de règles de sanctions qui prescrivent pour un crime une peine qui n'est qu'incomplètement déterminée. Par exemple, pour l'outrage public à la pudeur, l'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et l'amende de 16 à 200 francs. Une détermination plus précise est donc ici nécessaire. Elle intervient après que le patient a été choisi ou en prévision de ce choix, selon que le patient sera tel ou tel.
Le code prescrit que la sanction sera plus ou moins grande, laisse aux tribunaux le soin de le décider d'après les règles coutumières. Par exemple, le récidiviste sera condamné au maximum, le délinquant primaire au minimum, bien plus. Le choix du patient pourra réagir sur la sanction au point de l'annuler, constatant l'état de démence de celui qui devrait être le patient. Le tribunal sera tenu de le dispenser de toute peine. Dans sa nature, le code pénal prescrit que la peine des travaux forcés sera substituée à la peine capitale, la réclusion aux travaux forcés, l'emprisonnement à la réclusion. Lorsque le jury aura déclaré les circonstances atténuantes en faveur du coupable, la nature du patient modifie celle de la peine. De même, il arrive que le juge civil, après avoir évalué le dommage causé par un délit civil et déterminé qui doit le réparer, tienne compte de la fortune du responsable pour fixer le montant de l'indemnité. De même encore, l'opinion publique atténuera sa réprobation en raison du repentir manifesté par le coupable ou de la sympathie qu'il inspire. Or, ces règles, qu'elles soient légales ou morales, écrites ou non écrites, Zyko! God damn it. Une branche. Oui, c'est tout de ma part. Donc la règle qui prescrit non plus d'annuler, mais d'atténuer la peine si le patient qui doit la subir sans être fou est un dégénéré fils d'alcoolique, un épileptique, auquel cas il bénéficie des circonstances atténuantes. Ne serait-elle pas comptée également parmi les règles de responsabilité? Les règles qui disent qui doit être patient, qui ne doit pas l'être, et celles qui prescrivent comme la sanction, comment la sanction doit être modifiée pour s'adapter aux patients choisis, ne peuvent pas être, avant toute recherche, nettement distinguées les unes des autres. Elles appartiennent, pour une première observation, à un même groupe naturel dont l'individualité est très distincte. Nous sommes conduits à formuler ainsi notre définition préliminaire. Les règles de responsabilité sont celles qui prescrivent comment doivent être choisis à l'exclusion autres des sujets passifs d'une sanction et comment la sanction doit être modifiée dans sa grandeur ou dans sa nature pour s'appliquer à ses patients. La modification pouvant aller jusqu'à l'annulation de la sanction est un jugement de responsabilité. Tout jugement rendu par application de ces règles, il est juste s'il leur est conforme, injuste s'il les viole. La responsabilité est la qualité de ceux qui doivent, l'irresponsabilité la qualité de ceux qui ne doivent pas, en vertu d'une règle, être choisi comme sujet passif d'une sanction. Il y a des degrés dans la responsabilité. Elle varie en plus ou moins selon que la sanction, pour s'adapter au patient, doit, en vertu d'une règle,
s'aggraver, s'atténuer. La responsabilité en général correspond à la sanction en général, mais il y a des diverses espèces de sanctions auxquelles correspondent diverses espèces de responsabilités. Sans prétendre en proposer une classification systématique, il suffira, pour les besoins de notre étude, de distinguer assez grossièrement, d'après des caractères extérieurs, les principales espèces. 1. On distingue communément les sanctions légales et les sanctions morales. L'analyse de leur caractère permet à Durkheim de les définir ainsi. Les premières sont appliquées que par l'intermédiaire d'un organe défini. Elles sont organisées. Les secondes sont distribuées d'une manière diffuse par tout le monde distinctement. Ce sont les sanctions de l'opinion. Aux sanctions diffuses, nous rattachons celles par lesquelles l'agent moral prononce intérieurement sur sa propre conduite, sanctions intérieures ou subjectives, sans méconnaître d'ailleurs ses caractères propres. 2. Les jurisconsultes distinguent la sanction pénale et la sanction civile. Durkheim approfondissant cette distinction. Élaborer la notion de sanction restitutive qui consiste seulement à remise des choses en état dans le rétablissement des rapports troublés sous leur forme normale, soit que l'acte incriminé soit ramené de force au type dont il a dévié, soit qu'il soit annulé, c'est-à-dire privé de toute valeur sociale. La sanction civile n'est qu'un cas particulier de la sanction restitutive, qui comprend encore toutes les sanctions non pénales établies par le droit commercial, le droit des procédures, le droit constitutionnel et administratif, etc.